هذا الجزء الثاني من حوارنا مع الأستاذ جاكوب كوين، كاتب مؤلف روائي مناهض للصهيونية، رجل له من الشجاعة ما يجعل الكثير يندهش من اندفاعه مع القضايا العادلة مع فلسطين. هو صديق للجزائر ونسعد دائما باستضافته هنا في بلاتوهات السلام تيفي. Monsieur Jacob Cohen, donc nous revenons à la deuxième partie de cet entretien. Oui. Nous allons revenir à la brutale et dure réalité politique. Nous vivons le génocide de Gaza avec son lot d'assassinats, de crimes, de manquements aux droits les plus élémentaires. Mais au-delà de ce génocide, au-delà de cette guerre barbare menée par le sionisme d'Israël, il y a aussi un échec d'Israël, un échec chronique et latent. Parce que là, nous ne sommes plus dans l'Alia, là, nous ne sommes plus dans les mythes fondateurs d'Israël, là, nous ne sommes plus dans la terre promise à des milliers d'Israéliens que Tel Aviv a fait venir de partout pour leur promettre monts et merveilles. Mais ils ne trouvent que la guerre et que la mort, la destruction. Qu'en est-il exactement de la situation actuelle que les Juifs qui sont venus d'ailleurs pour voir, pour observer cette terre promise et qui se trouvent otages dans des bunkers sous les missiles? Qu'en pensez-vous, mon cher Jacob? Là, vous savez, les Grecs avaient un nom pour ça, c'est-à-dire l'hubris, c'est-à-dire le délire de puissance. Et contrairement à ce que j'imaginais, j'ai souvent pensé que les dirigeants sionistes, avec toute la politique qu'ils menaient, mais ils la menaient avec une certaine lucidité, un cynisme, certes, mais compatible avec de la mesure. Et ils n'ont jamais dépassé, par exemple, il y a eu des guerres, des agressions contre le Gaza plutôt, parce qu'il est impossible de parler de guerre entre un pays super armé et quelques résistants qui ont des petites roquettes, enfin. Mais ça s'est jamais dépassé une semaine ou deux, il n'y a jamais eu des destructions de cette façon. Et donc, en fait, je disais que les sionistes sont, bon, pour aller vite, sont dans une hystérie destructrice et messianiste qui est déterminée par deux éléments. Un élément qui est la purification ethnique, mener enfin cette purification dont ils rêvaient, des Palestiniens qui restaient en Cisjordanie à Gaza, et deuxièmement, récupérer un territoire de Gaza où ils pourraient mettre 1 million de personnes peut-être, et exploiter les gisements de gaz qui sont au large de Gaza. Et donc l'Europe est complice à plus d'un titre, c'est-à-dire non seulement elle appuie le régime sioniste, mais en même temps elle est très intéressée par le potentiel énergétique énorme qui peut découler de cette exploitation. Sauf que les Israéliens, dans leur arrogance suprême, ils croyaient que, si je vous rappelle que la première semaine de l'invasion de Gaza, ils parlaient déjà de nettoyage, de récupération du territoire, comme si c'était déjà fait. Or, il se trouve que ça fait 1 an maintenant, ils ont assassiné des dizaines de milliers de civils, etc. Et la résistance continue. Et ils sont lancés dans une telle entreprise qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter. C'est-à-dire s'arrêter, ce serait vraiment reconnaître un échec terrible vis-à-vis de... Ils ont eu des centaines de tués. Et donc, ils sont en train de s'enfoncer, dont ils n'arrivent pas à sortir et qui entraîne l'Occident avec lui. Bon, maintenant, vous m'avez posé la question sur justement la destination d'Israël
qu'on appelle la terre du lait et du miel, c'est-à-dire la terre du bien-être, de la joie de vivre, etc. Et je vous rappelle que des dizaines de milliers de nouveaux immigrants, il y a beaucoup qui sont repartis, c'est dans cette dernière année. Parmi ceux qui sont, la majorité d'entre eux étaient ceux qui étaient arrivés il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Oui. Il y a une question qui s'impose pratiquement actuellement en Israël. Qu'est-ce qui a rendu possible ce mariage, disons, incestueux entre un gouvernement sioniste athée et l'extrême droite religieuse? Par quel curieux et insolite tour de passe-passe cela a été possible? Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est pas venu comme, c'est pas tombé du ciel comme ça. Voilà. C'est-à-dire que la conquête de la Cisjordanie a développé, vous savez, Israël était un pays laïque, très laïque, dans les années 60. Je le connaissais. Très, très laïque. Les religieux ne représentaient même pas 2%. C'était vraiment des extraterrestres. Et puis la conquête de la Cisjordanie a créé un mouvement religieux parce que c'était le véritable Israël de la Bible qu'ils considéraient. Et donc, il y a eu un développement énorme des colons, des mouvements religieux. Vous savez que les religieux, ils font 10, 12 enfants par famille. J'en ai pas quelques-uns Donc, au bout de 3 générations, vous imaginez le nombre incalculable. Il y a aussi des nationalistes religieux, c'est-à-dire de ceux qui font l'armée, mais aussi très religieux et messianistes. Et donc, on se réveille aujourd'hui, mais il faut compter que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, le nombre des religieux, des nationalistes religieux, etc., tourne autour de 30% à 35%. Et ces gens sont représentés au Parlement. Et donc, Netanyahou a été obligé tout d'un coup, d'ailleurs, il n'avait personne avant 2003, et tout à coup, ils ont eu à peu près presque 13 ou 14 députés sur 120. Et donc, il était obligé, pour faire un gouvernement, il a gouverné avec eux. Et aujourd'hui, cette partie, parce que ceux qui partent, ceux qui quittent Israël, ce sont ceux qui sont les plus modernistes, les ingénieurs, ceux qui ont dans les nouvelles technologies, les intellectuels, etc. Il y a un prix Nobel de physique qui a qualifié ça de fuite de cerveau. C'est-à-dire les gens vraiment tournés vers l'extérieur, vers les technologies nouvelles. Ce sont eux qui partent et qui laissent le pays de plus en plus entre les mains des messianistes, des orthodoxes, des jusqu'au-boutistes, etc. Et donc, les gens ont l'impression que c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, mais en fait, c'est une évolution qui dure depuis 50 ans et aujourd'hui, on voit les résultats et c'est une évolution irréversible. C'est-à-dire qu'il n'ira qu'en s'aggravant. Voilà. Une autre question qui m'a été posée, demandée avant que je commence cet entretien par plusieurs de mes confrères. Ils voudraient bien connaître l'antagonisme en Israël entre les Sayanim, entre les Ashkenazim qui sont venus d'Europe centrale et d'Europe de l'Est et les Sephardim qui sont originaires du Maghreb. Est-ce qu'il y a réellement un antagonisme? Et vous-même, vous êtes parti en Israël très jeune et vous avez dû vivre cet antagonisme entre Ashkenazim et les Sephardim. D'ailleurs, si j'ai commencé, mon antisionisme a commencé par là. C'est-à-dire, avant d'analyser la société israélienne, le sionisme, etc., j'ai remarqué, parce que toute ma famille est partie là-bas, et quand je suis allé leur rendre visite, j'ai remarqué le racisme dont ils étaient l'objet. Ils étaient humiliés. Quand on les a emmenés, j'ai vu des photos, on m'a raconté, etc. Ils ont été humiliés, ils ont été arnaqués, on s'est moqué d'eux. Et on les traitait même, les Arabisants peuvent comprendre cette expression,
on les a taxés de Marocco-skin, c'est-à-dire les Marocains avec le couteau entre les dents. Parce que les Orientaux, la majorité d'entre eux étaient des Marocains. Et donc, moi j'ai vu leur humiliation, etc. Et on les traitait comme vraiment des citoyens de seconde zone. Ils n'avaient pas de travail. Quand ils allaient à l'armée, on leur donnait les tâches les plus dégueulasses, etc., etc. Par contre, on peut dire qu'à partir des années 70-80, ces Marocains, quand je dis les Marocains, mais ça peut s'étendre aux autres, hein, il y a des Irakiens, des Yéménites, etc., ont commencé à étudier. Moi, je l'ai vu, par exemple, dans ma famille. J'ai beaucoup de parenté d'origine marocaine qui étaient très, très peu instruits, mais petit à petit, ils ont commencé à étudier, donc à avoir des postes importants dans la politique, l'économie, etc., à l'armée. Mais ils sont restés globalement, si vous voulez, c'est-à-dire que les Marocains, le premier signe de discrimination, c'est que les riches, les Ashkénazes, habitaient Tel Aviv et ses environs, c'est-à-dire la belle région côtière, et les Marocains étaient envoyés dans le désert, aux confins du désert, pour peupler ces villes qu'on appelait les villes de développement. Et donc, en fait, ces Marocains, la plupart, ils sont encore, vous savez, c'est comme les banlieues. Quand on est dans une banlieue pauvre, etc., c'est très difficile d'aller au centre de Paris. Et donc, la discrimination, elle n'est plus visible comme avant. On traite plus les Marocains d'Arabes, etc. Mais la discrimination est devenue une discrimination économique de fait. C'est-à-dire, vous avez la race ashkénaze qui a acquis du bien, qui parle bien l'hébreu, qui est ultra diplômé, etc. Et vous avez les Noirs, parce qu'ils ont aussi la peau noire. On les appelle les Noirs, les Shhorim. Donc, ils parlent l'hébreu avec un accent arabe, etc. Et ils sont reconnaissables. Et ils vivent dans les banlieues, à 50, 100 km, 150 km. Et donc, ils sont condamnés presque à rester pauvres. Et donc, le fossé ne s'est jamais réellement comblé. Le pays n'est plus raciste, c'est un peu comme les Noirs et les Blancs aux États-Unis, mais le fossé est tel que les Ashkénazes restent très privilégiés et les Séfarades sont vraiment la classe. Voilà. Ok, très bien. Voilà, donc une avant-dernière question qui m'a été posée aussi. Bon, beaucoup de gens aimeraient avoir votre avis. Jusqu'où va aller le sionisme? Actuellement, il y a un tollé général, une levée de bouclier mondial contre ce sionisme qui s'est dévoilé, qui a été démasqué, malgré tous les massacres et les génocides qu'il a pu perpétrer, mais il a été lamentablement démasqué et dévoilé. Jusqu'où peut-il aller encore et qu'est-ce qu'il va faire dans le futur? Alors, le problème, c'est qu'on a un Occident qui le soutient pour toutes sortes de raisons. Parce que c'est un allié, parce qu'il y a une forme de chantage qui probablement s'exerce, nous on ne le sait pas. Mais Epstein a accumulé énormément de documents, etc. Le Mossad est un service secret puissant et menaçant, donc on a peur. Et les classes politiques occidentales ont été habituées à se soumettre au sionisme à cause du sentiment de culpabilité, etc., etc. Bon. Et donc, il faut peut-être, moi je pense que on peut pas, enfin, il m'apparaît très difficile d'arrêter Israël de façon radicale, comme ça, frontale, voilà. Parce que je vois mal comment l'Occident peut le laisser tomber du jour au lendemain.
Par contre, l'affaiblissement de l'Occident qu'on voit poindre à l'horizon avec la défaite annoncée de l'Ukraine, le renforcement des BRICS, etc., il y a un transfert de pouvoir de l'Occident vers comme on dit, le Sud global, avec les BRICS. Et donc, Israël ne pourra plus bénéficier, à mon avis en tout cas, mais c'est une évolution qui va se faire progressivement avec le temps. Il ne pourra plus bénéficier d'une immunité totale au sein des organisations internationales. Il y aura une résistance qui va se faire de plus en plus grande, mais à mon avis, cette évolution va se faire par une espèce de détachement du monde par rapport à Israël, c'est-à-dire de moins en moins d'investissements, de moins en moins de commerce international. C'est une espèce de mise du pays qui deviendra une espèce de paria. Voilà. Et donc, ça va secouer, en même temps, ça va secouer la société israélienne de l'intérieur, qui fera partir de plus en plus de gens instruits ou qui créera aussi, parce qu'il y a un sentiment, avant le 7 octobre, il y avait presque des éléments de guerre civile en Israël, entre les partisans de la Cour suprême et les autres. Et donc, à mon avis, c'est une société qui va connaître de plus en plus de secousses, mais je ne crois pas à une confrontation de type militaire, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un pays qui a la bombe atomique et que ses dirigeants ont montré qu'ils sont capables de tout. Et donc, enfin, à mon avis, les Occidentaux doivent avoir très peur de ce monstre qu'ils ont créé et qui est devenu ingérable. Voilà. Donc, voilà, pour résumer, pas de confrontation frontale, mais à moins qu'Israël décide d'attaquer l'Iran, mais ça me paraît improbable, mais une espèce de dilution de tout ce qui a fait la sympathie d'Israël, des relations commerciales, etc., qui va petit à petit affecter Israël, affecter sa raison d'être, sa raison de vivre, ses relations, et donc un affaiblissement et presque, je dirais presque, un démantèlement de l'intérieur. Mais ça va prendre, c'est un processus qui prendra des années, voilà. Permettez-moi, mon cher Jacob, de vous faire revenir encore une fois au Maghreb. Donc, il y a une présence inquiétante du sionisme aux portes ouest de l'Algérie. Je voudrais avoir votre avis sur cette criminelle infiltration avec l'appui des autorités officielles marocaines. Qu'est-ce qu'ils en ont gagné? La normalisation n'a pas donné outre mesure un plus au Maroc. Bien au contraire, il y a des soubresauts, il y a des tensions, il y a des distorsions dans la société marocaine qui est complètement détachée de la politique officielle de l'État. Alors, à mon avis, bon, d'abord, il y a des raisons qui nous échappent, c'est-à-dire qui ne sont pas publiques. Pourquoi le régime marocain, enfin, pourquoi le régime monarchique a accepté cette soumission, cette normalisation qui va au-delà de la normalisation diplomatique habituelle. Ça veut dire une normalisation culturelle, sociologique, etc., militaire, etc. Et donc, il y a des raisons qui nous sont cachées, mais d'autres, à mon avis, d'ailleurs, on voit peut-être le résultat, la visite de Macron au Maroc et l'alignement de l'Union européenne, en tout cas de la France, de l'Espagne, de plus en plus sur les positions marocaines, c'est-à-dire que le Maroc, ou le régime marocain plutôt, a décidé de s'aligner totalement dans l'axe américano-sioniste ou occidental, américain et sioniste, en espérant avoir, bien sûr, en ignorant les desiderata du peuple. Mais le régime a décidé que pour lui, il est important de s'aligner sur l'axe américano-sioniste et qui va le protéger.
Maintenant, cette protection est à double tranchant. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine aussi est un État protégé, mais je crains, je l'ai déjà cité dans quelques vidéos, je crains que le Maroc, grisé par l'appui israélien et américain, avec tous ces missiles, tous ces avions, ces renseignements qui arrivent, ne soit tenté par une aventure. Voilà. Comme on a fait avec le proxy ukrainien, c'est-à-dire en lui susurrant qu'une attaque éclair peut régler le problème du voisin algérien. Voilà. Donc, je crains qu'en accumulant les forces militaires de renseignement, de déstabilisation, je crains qu'on crée les conditions matérielles, psychologiques d'un affrontement et je crains que cet affrontement ne soit suggéré par l'allié israélien ou américain. Donc, nous arrivons à la fin de cet entretien. Ça a été un plaisir de discuter avec vous, Monsieur Jacob Cohen. Vous êtes toujours le bienvenu en Algérie et au sein des familles algériennes qui vous regardent et qui sont très intéressées par les analyses que vous faites et les éclairages que vous donnez. Donc, je vous remercie encore une fois, Jacob Cohen, écrivain, analyste politique, antisioniste connu dans le monde entier. Merci encore, Monsieur Jacob Cohen. Alors, je vous adresse mes plus chaleureuses salutations, amicales, etc. Bonne soirée à tous, à vous. Merci beaucoup. إلى هنا نكون قد أتينا إلى آخر هذه الحصة. كنا مع الأستاذ المحلل الكاتب المناهض للصهيونية الأستاذ جاكوب كوين. إلى هنا ننتهي من حصتنا في هذه المرة، وهذا فيصل أقاسي يحييكم من بلاتو السلام تي في. السلام عليكم ورحمة الله الذي لا تضيع ودائعه.